J'aide des personnes à décrypter leur cerveau, en fait, leur fonctionnement, à réguler leur système nerveux, à revenir dans leur corps. Moi, je suis moi-même neuroatypique, je suis ce qu'on appelle multibazar. C'est comme ça que vous vous définissez? Oui, puisque moi, je suis moi-même HPI et je suis moi-même autiste et TDAH. C'est ni bien ni mal, on est juste différents. J'ai pas envie de leur apprendre à rentrer dans le moule, se taire, faire semblant, porter un masque. C'est accepter qui on est. Okay. Et déculpabiliser. Arrêter de se dire qu'on est bizarre, qu'on est à part, qu'on n'a pas été livré sur la bonne planète et comprendre que les méthodes classiques d'accompagnement ne fonctionnent pas sur les neuroatypies. Merci donc d'accueillir Ludivine, installée sur les canapés, tout droit venue de Lyon. Merci d'être là. Bonjour. Pourquoi vous regardez partout? Non, c'est ici que ça se passe, on se regarde comme ça. Ça va? Oui. Merci d'être avec nous. On va parler évidemment de votre accompagnement, de votre expertise et en tout cas la manière dont vous allez pouvoir aider ceux et celles qui ont besoin de votre expertise justement. Vous êtes psychothérapeute. J'ai le sentiment, au travers de tout ce qu'on lit et la préparation de l'émission, j'ai le sentiment que ce mot-là, il est assez réducteur par rapport à tout ce que vous faites, parce que le champ d'action sur lequel vous pouvez œuvrer est beaucoup plus vaste que psychothérapeute. Oui, tout à fait, oui, vous avez raison. Effectivement, moi, ma mission elle est plus vaste et plus grande. J'aide des personnes à décrypter leur cerveau, en fait, leur fonctionnement, puisque moi, mon domaine, c'est la neuroatypie. Et donc j'aide les personnes à comprendre pourquoi ils sont en décalage, pourquoi ils sont incompris en entreprise, dans leur vie familiale. Et en plus de les aider à décrypter ce fonctionnement du cerveau, je les aide à apprendre à réguler, gérer leur stress, à réguler leur système nerveux, à revenir dans leur corps et à mieux comprendre qui ils sont dans leur globalité pour enfin trouver leur place. Parce qu'on se dit souvent d'ailleurs que quand on aborde ce genre de sujet, la première question qu'on se pose, c'est quelle légitimité la personne qui vient nous raconter ça ou nous proposer son expertise a-t-elle? Vous êtes dans cette neuroatypie. Alors moi, je suis moi-même neuroatypique, je suis ce qu'on appelle multibazar. C'est comme ça que vous vous définissez? Oui. C'est plus souple, c'est plus souple, c'est plus sympa. Je vais le retenir. Oui. Je peux garder ce mot, ça vous va? Multibazar. Puisque moi, je suis moi-même HPI et je suis moi-même autiste et TDAH. Donc ça fait beaucoup de paradoxes qui se rencontrent. Et mes enfants le sont également, bien sûr. Et j'incarne en fait complètement mes accompagnements, puisque j'ai vécu cette différence, ce décalage, ce sentiment de ne jamais être assez ou tout du moins d'être trop. Ce décalage qui mène, comme beaucoup de neuroatypiques, vers le burn-out. Vers un épuisement complet et du coup cette fissure, de se sentir seul, jamais compris, de trouver personne qui est capable de nous accompagner. On nous colle une étiquette dépression, prenez les antidépresseurs et puis voilà madame. Okay, vous avez eu droit à ce diagnostic-là, en tout cas, bien sûr, médicamenteux, etc. Bien sûr, à expliquer que non, je me sentais pas dépressive parce que j'avais pas envie de me suicider, je me sentais pas malheureuse, et cette fatigue qui part pas, où on vous dit faut dormir, mais bon, si c'était si simple, ça se saurait. Et donc moi, j'incarne la neuroatypie, j'incarne cette différence, que j'ai fait moi-même ce chemin, et en fait, si vous voulez, on m'a pas donné le mode d'emploi, on m'a pas donné les clés, et donc pendant des années, je les ai cherchées. J'ai lu, je me suis formée, j'ai eu mes enfants, on a testé. Et du coup, tout s'est pas fait en une seule fois, bien sûr, mais finalement, j'ai construit mes accompagnements sur ça pour dire aux gens, voilà, moi je comprends qui vous êtes, comment vous fonctionnez. C'est ni bien ni mal. C'est pas une tare. On est juste différents. Et ça peut marcher. C'est pas parce qu'on est neuroatypique qu'on doit être malheureux, c'est pas parce qu'on a fait un burn-out qu'on va jamais s'en remettre. Et du coup, l'idée, c'est de vous aider à vous donner cette cartographie, ce mode d'emploi, ces clés, pour vous épanouir pleinement. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que vous le prenez comme quoi? Comme un fardeau? Comme aujourd'hui une valeur ajoutée? Cette neuroatypie pour vous, aujourd'hui, vous en êtes... vous l'avez apprivoisée, si je puis dire, vous la comprenez, et puisque vous accompagnez ceux et celles qui se ressentent dans cette dimension-là. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore lourd à porter ou pas? Alors moi, ça n'a jamais été lourd à porter. Okay. En fait, c'est juste que je ne savais pas que je l'étais. Sauf que vous dites
que vous êtes passé par les phases de burn-out, vous êtes Mais je passé savais par pas des que phases. j'étais neuroatypique. Je savais pas que c'était ça en fait. C'est quand j'ai commencé à creuser pourquoi j'étais plus sensible que les autres, pourquoi j'étais plus affectée, pourquoi j'avais cette forte valeur de l'injustice, cette forte valeur travail, pourquoi moi j'arrivais pas à lâcher prise. Et, Tout ça, c'est être neuroatypique? ouais, beaucoup. Enfin, tout le monde n'est pas neuroatypique parce qu'on a ça, mais tout ça, oui, Ça fait partie. ça fait partie de la neuroatypie, oui, bien sûr. Ouais. Donc vous avez quand même passé vos 25 premières années professionnelles, j'ai envie de dire, dans une dimension qui n'a rien à voir avec l'accompagnement. Rien à voir. Rien à voir, vous êtes dans l'industrie, Ouais, apparemment. tout à fait. Qu'est-ce qu'il leur a fallu pour que vous preniez en compte, justement, et que vous fassiez toutes ces recherches? C'est ce burn-out qui a été le déclencheur? Alors, je dirais pas que c'est un déclencheur, je dirais plutôt que c'est plutôt un résultat. En fait, il y a eu plusieurs étapes de vie, d'événements qui ont fait que je me suis questionnée. Ça passe par un décès violent de mon papa, où là, mon papa était un pilier. Et du coup, je perds ce pilier Ce repère. famille, ce repère. Ouais. Et je me dis, waouh, on peut partir comme ça si vite. Moi, pour accompagner mon papa, je me suis arrêtée de travailler un certain temps. Et quand je suis revenue en entreprise, le monde ne s'était pas arrêté de tourner. Et on m'a bien fait comprendre que moi, je m'étais arrêtée et que bon, j'avais empêché le monde de tourner, entre guillemets. Donc le retour au travail a été violent. Et du coup, là, on se dit, bon, grosse perte de sens. En fait. Qu'est-ce que je fais là? À quoi ça sert finalement? Parce que moi, je fais tout bien comme il faut. Je suis la cadre performante. Je coche toutes les cases. Je m'absente une fois. Je reviens. Waouh! Ouais. Et là, effectivement, donc du coup, je continue à travailler parce qu'il faut bien travailler. Alors. Bien sûr. Et après, je continue mon chemin de vie en me posant des questions. Je deviens maman. Et là, je me dis, mais en fait, faut quand même que je leur donne une éducation, que je leur apprenne des choses. Et j'ai pas envie de leur apprendre à rentrer dans le moule, se taire, faire semblant, porter un masque. Et là, ça commence à devenir plus dur. Alors, on me dira crise de la quarantaine, bien sûr. Et je continue mon bonhomme de chemin. Et là, la vie me montre encore des signaux avec le décès de ma maman. Ah oui. Et donc là, du coup, je me dis, waouh, finalement, je me dis, si je commençais à vivre pour moi, parce que finalement, j'ai plus à faire pour les autres, donc pour moi. Et donc, je continue ce bonhomme de chemin. Le Covid aussi m'a énormément marqué. Ce côté, d'un coup d'un seul, la Terre va s'arrêter de tourner. Vous restez tous chez vous et vous n'avez plus le droit d'aller marcher et juste respirer, en fait, quoi. Là, je fais waouh. Et donc, ça a été très violent pour moi. Et du coup, mis bout à bout... C'est ça, la remise en question est totale. Mis bout à bout, je fais waouh. Et je commence, du coup, cette introspection, lire des choses, et je découvre l'hypersensibilité. Je me dis, tiens... Ça me correspond. Ça me correspond. Mais on a souvent du mal à se dire, quand vous vous êtes décrit tout à l'heure en HPI, TDAH, TSA, hypersensibilité, etc., comment concrètement on peut pratiquer, expérimenter, faire des exercices, des analyses concrètement pour être estampillé avec ces spécificités-là, cette neuroatypie? Comment on fait? Alors, soit si vous avez besoin au fond de vous d'avoir... Je fais ce qu'on appelle des bilans de neuroatypie. Ok. Donc là, on a différents diagnostics officiels. Et un bilan, c'est quoi? Comment ça se déroule? Alors un bilan, il y a déjà ce qu'on appelle des tests d'autodiagnostic qui vous posent des questions sur des comportements, des réactions, des sensations. C'est des QCM? On répond oui, non, souvent, jamais. Donc ça, D'accord. c'est très standardisé. Okay. Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle l'analyse clinique. Donc on a des entretiens où moi, je vais creuser, chercher, comprendre, aller chercher tout ce qui est masqué, tout ce qu'on n'a pas dit. Donc ça passe par de l'écoute, beaucoup de compréhension, de reformulation, d'écoute active. Et là, on refait les croisements, les parallèles, et on peut poser ce qu'on appelle un tableau de prédiagnostic, puisque bien sûr, seuls les psychiatres sont autorisés à estampiller la neuroatypie, et moi, au même titre que les neuropsychologues spécialisés dans ces domaines-là, on fait ce qu'on appelle des pré-diagnostics.
diagnostic. Après, moi, j'accompagne surtout les adultes. Et Oui. comme je suis spécialisée dans la gestion du stress et le burn-out, c'est des adultes qui ont déjà des marqueurs. Et pourquoi est-ce que vous ne faites pas les ados? Peut-être pas les enfants, parce que c'est beaucoup plus compliqué, mais peut-être pourquoi pas les ados? C'est pas encore venu, ça viendra Ok. peut-être avec le temps. C'est pas un choix? Non, non. Alors, c'était pas un choix. Aujourd'hui, je travaille exclusivement en visioconférence. D'accord. Donc, du coup, je préfère avoir les enfants et les ados en face à face. Et donc, du coup, pour l'instant, effectivement, je fais que les adultes. Peut-être parce que comme mes enfants sont dans cette période-là, j'ai pas trop plus envie de d'être en parallèle là-dessus. Donc, c'est un examen, un bilan hyper sérieux qui se fait pas en 2 minutes. Ouais, j'allais vous poser la question, combien de temps faut-il Alors, pour faire pour ma part, je fais 2 entretiens d'1h30. Je fais une restitution d'1 heure avec toute une rédaction d'un compte-rendu pour expliquer le fonctionnement neuroatypique, s'il y a hypersensibilité, dans quoi, qu'est-ce qui peut tendre ou pas vers un TSA, donc l'autisme, vers un TDAH, et du coup, quelles sont les difficultés cognitives qu'on peut avoir, donc cette fatigue, cette surcharge mentale, le fait de toujours surcompenser, d'avoir le cerveau qui s'arrête jamais, et donc après, tout ce qui en découle, en termes de sommeil dérégulé, de système nerveux dérégulé. Et ensuite, je travaille avec mes patients sur déjà ce qu'on appelle la psychoéducation. Donc ça veut dire quoi être TDAH, clairement, quelles sont nos différences, ça veut dire quoi être autiste. Encore une fois, c'est ni bien ni mal. Mais est-ce que ça veut dire que une fois qu'on sait, c'est déjà un pas en avant important? Ouais, bien sûr, ouais. Parce que vous ouvrez un soulagement. Parce que vous n'allez pas régler la situation. Ah non, pas tout de suite, mais après oui, dans les accompagnements que je propose. Alors, la situation, le truc, c'est pas la régler, je dirais que c'est accepter qui on est Ok. et déculpabiliser. Arrêter de se dire qu'on est bizarre, qu'on est à part, qu'on n'a pas été livré sur la bonne planète. Et comprendre que les méthodes classiques d'accompagnement ne fonctionnent pas sur les neuroatypiques parce qu'on n'a pas au même titre que tous les médicaments, par exemple, on n'a pas la même résistance à la douleur. On n'a pas les mêmes résistances. Vous voyez, moi, les néons, là, c'est assez compliqué pour moi. Ah ouais. On n'a pas les mêmes réactions dans la foule, besoin de recharger beaucoup après un événement émotionnel, tout ça. Et donc, du coup, c'est comprendre pourquoi c'est dur pour nous de travailler dans un open space, pourquoi, suivant le profil qu'on a, les règles, c'est plus difficile. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant parce qu'on a reçu évidemment beaucoup d'accompagnants qui traitent de ces sujets, et puis on a reçu aussi beaucoup de témoignages. Et il y a des parents qui, aujourd'hui, se trouvent un petit peu désemparés parce qu'ils ne savent pas très bien sur le comportement de leurs enfants. Et parfois, vous entendez des parents qui se réfugient derrière cette soi-disant neuroatypie. Et on a parfois envie de dire, non, mais il n'est pas neuroatypique, il est juste mal éduqué. Donc, il y a une frontière entre ce diagnostic et le fait que c'est aussi une question d'éducation. Et vous avez des parents qui disent, c'est pas de sa faute. Vous savez, il est TDAH, il est HPI, il est ceci, il est cela. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, moi, je dirais que déjà, la neuroatypie n'est pas une excuse. D'accord. Et je suis moi-même maman, donc je vois bien ce que ça fait. D'apparence, effectivement, à la base, c'est des enfants qui ont du mal avec les règles et les consignes, et des enfants qui vont toujours aller reposer des questions, re-challenger, et pourquoi on fait ci, et pourquoi on fait comment. Oui, mais la dernière fois, tu as dit ça, et aujourd'hui, tu fais pas pareil. Ça, c'est épuisant. Ouais. Et des enfants qui ont soif de découvrir des choses, d'en apprendre, qui posent beaucoup de questions. Et effectivement, la frontière, elle est mince. Et donc, c'est pour ça qu'il faut des spécialistes pour être accompagné, puisqu'on ne colle pas une étiquette sur un enfant comme ça. Il faut voir si le comportement, il est comme ça qu'avec ses parents, dans le milieu scolaire, avec la famille, depuis quand il est comme ça.
quel retentissement il a. Est-ce que du coup il est fatigué? Est-ce qu'il fait des cauchemars? Est-ce qu'il arrête de manger? Est-ce qu'il est capable de mettre la tête sous l'eau ou pas? Enfin, quelles sont ses peurs, ses craintes? Il y a tout un panel en fait. Ça c'est important. Ouais. À explorer avant. Quelles sont ses relations avec les enfants, avec les adultes. Est-ce que vous avez notamment, alors vous ne travaillez pas nécessairement avec les enfants, mais est-ce qu'il y a des parents qui vous disent effectivement, je viens vous voir parce que je suis convaincu que mon fils est comme ça, et qu'en fait, en analysant les choses, vous vous rendez compte que pas du tout? Ah ben oui, parce qu'en fait, ce qu'on fait en première intention, c'est dans les examens cliniques pour les enfants, même si c'est pas ma spécialité, c'est l'environnement. L'environnement, est-ce que c'est le dernier d'une fratrie? Est-ce qu'il y a des autres frères et sœurs? Quels sont les comportements avec les frères et sœurs? Est-ce que les parents sont séparés ou pas? Est-ce qu'il vient par exemple d'y avoir un décès dans la famille? Enfin, est-ce qu'il y a eu un événement qui fait que c'est jamais une chose seule, bien sûr. C'est pas parce qu'un enfant bouge et insolent qu'il est neuroatypique, pas du tout. C'est ça. C'est ça. Et parfois, il y a des gens aussi qui dénoncent un peu ça, en disant c'est un peu facile aussi parfois de se retrancher vers cette pseudo-neuroatypie sur un comportement de telle ou telle personne. Et puis vous avez d'autres personnes aussi qui vont vous dire, mais il y a un petit côté, voilà, quand je suis HPI par exemple, bon, il y a des personnes qui en jouent un peu de ce HPI. Alors, moi, je dirais le contraire. Je dirais que ceux qui le sont vraiment n'en parlent pas. Parce que c'est... être HPI, c'est ni bien ni mal. Il ne faut pas confondre HPI, haut potentiel intellectuel, et haut quotient intellectuel. Ça veut juste dire une manière de fonctionner différente, une manière de réfléchir différente. Dans le système nerveux, dans la biochimie du cerveau, c'est prouvé. Il y a, je ne vais pas essayer d'entrer dans des détails techniques, mais l'information circule plus vite. Donc on va plus loin dans les raisonnements et du coup on a plus de capacité d'aller chercher des ramifications et d'autres données. Et donc si une personne lambda s'arrête là, nous on a déjà été 4 fois plus loin en fait. Mais alors ça veut dire professionnellement par exemple dans une entreprise, un HPI, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas lui faire ou dans quel cadre ne faut-il surtout pas le mettre? Et à l'inverse, il vaut mieux qu'un HPI soit dans tel, poste professionnel, secteur ou encadrement. Alors, c'est assez réducteur de dire les TDAH comme ça, les TSA comme ça, les HPI comme ça. Non, mais, bon, c'est pour donner des grandes familles, quoi. C'est pour donner des petites cases. On va parler d'une neuroatypie, mais déjà, si on est plus sur du HPI, TDAH, ça va être, le HPI en général, ça va être, on dit toujours qu'on est les révoltés, les rebelles du système et qu'on n'aime pas la hiérarchie. En fait, c'est juste qu'on n'aime pas les règles absurdes et qui n'ont pas de sens. Pour vous? Ouais. Et donc, pas pour les autres. Oui, mais pas pour les autres. En tout cas, vous les percevez comme ça. Voilà, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Et donc, à partir du moment où ce qu'on nous demande de faire a un sens et est justifié, et que c'est cohérent, et que nous, ça va nous, on a toujours envie d'améliorer les choses. En fait, on nous demande un truc, et ok, on le fait, et après on va dire oui, mais la prochaine fois, on pourrait aller plus vite en faisant comme ça, et puis ça serait plus intéressant de faire comme ça. Mais ça, c'est que du positif, ça. Oui, mais ça agace beaucoup en entreprise. Ça ne passe pas en entreprise. En entreprise, où il y avait une hiérarchie à respecter, nous, on ne veut pas parler N+1 ni N+2, on dit directement N+3 parce qu'on trouve que c'est plus intéressant. Oui, mais là, on n'a pas respecté la règle de la hiérarchie, donc ça ne va pas. Ensuite, on a eu des idées que les copains n'ont pas eues, donc ça ne va pas. On a été plus vite que notre hiérarchique, donc ça l'énerve. Et comme on pose trop de questions, moi-même, on me l'a dit, tu me poses trop de questions, tu me fatigues. Et après, on m'a aussi dit, tu me poses trop de questions, donc tu ne comprends pas. Et donc du coup, et donc moi je suis en réunion et je fais mais il n'y a que moi qui vois qu'on va dans le mur ou ça se passe comment? Et c'est ça en fait, ce truc qui énerve et qui agace parce que au début vous êtes l'élément moteur, c'est sympa, ça amène du dynamisme, vous êtes autonome, tout ça. Et c'est trop. Et c'est trop. Après on pense trop en dehors du système, en dehors de la boîte. Et ça dérange. Est-ce que ça veut dire qu'à l'inverse, vous avez des entreprises qui sont très friandes de ce genre de profil? Oui, il y a de plus en plus, parce qu'on commence à en parler, parce que tout ce qui était start-up.
toutes ces structures où on est multifonction, multipotentiel, touche à tout, le couteau suisse, parce que c'est ça être HPI. Et c'est sentir d'avance ce qui va merder aussi. Et alors c'est un radar à bip. Ah ouais. Ouais. Donc nous, on ne supporte pas les mensonges, l'injustice. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de comprendre ce que vous êtes, ce que vous ressentez, et le fait d'avoir un mot qui définit ce que vous êtes, c'est considéré comme, c'est vécu comme une souffrance, alors qu'une fois qu'on sait, c'est déjà évidemment beaucoup plus... Déjà, le fait de passer son bilan et le supportable. savoir, oui, ça, je dirais que c'est le début indirectement d'une thérapie. Et de l'acceptation. De l'acceptation. Parce que du coup, il y a une sorte de OK. Le problème, c'était pas moi. C'était pas moi qui était pas assez performant, pas assez efficace. Et finalement, j'avais bien raison de poser ces questions. Enfin, oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, et moi je pense, et j'ai toujours une pensée quand on parle de ces sujets-là, alors même si encore une fois on a bien compris que ce n'était pas nécessairement votre clientèle, mais ces enfants et l'école. Ça doit être... Ah, par contre, j'en connais rien sur l'école. J'imagine, non mais je me mets à la place des profs. Quand vous avez une classe de 35 et que vous avez une dizaine d'HPI, TDAH qui sont plus ou moins... officiellement diagnostiqués. Alors statistiquement, il n'y en aura pas plus de 3 ou 4, mais alors ce qui est très dur, que ça soit en primaire ou plus tard, c'est que déjà, les enseignants et les professeurs, alors mon mari est professeur, donc j'ai double peine, enfin, vous êtes au cœur du truc. Mon mari professeur et mes enfants en primaire, ils ne sont pas formés. Incroyable ça. Donc ils ne connaissent pas. Alors qu'on sait maintenant que la neuroatypie, c'est quand même quelque chose de structuré, de scientifique quand même. Donc, mais en fait, ils n'ont pas les moyens d'aider ces enfants-là. Ils ne sont pas formés. Ceux qui savent des choses, c'est ceux qui ont été confrontés de par leurs enfants ou qui ont voulu s'intéresser au sujet. Et puis ensuite, on ne leur donne pas les moyens. Par contre, vous allez dans des pays anglo-saxons où la neuroatypie fait partie de la vie de tous les jours, donc il y a des classes qui sont moins chargées, il y a des autres petites classes où les enfants peuvent ils peuvent sortir, on n'a pas besoin d'avoir un mot du médecin pour dire mon enfant est neuroatypique, donc il a le droit de sortir de la classe, donc il faut adapter, il faut lui faire des textes à trous, il faut machin, il faut truc. Les enfants ne sont pas assis en classe pendant 6 heures, ils peuvent se lever, bouger. Mais on associe souvent l'image de ces enfants à l'échec scolaire. Et alors, j'espère de moins en moins. Effectivement, je dirais que il y a eu une génération de tous ceux qui sont nés avant l'an 2000, où effectivement, on a subi par manque de connaissances. Oui. Mes enfants sont nés après 2010, donc je me dis que toute cette génération-là aura plus de chance parce que leurs parents auront fait leur coming out de leur neuroatypie. Et moi, votre mari aussi est neuroatypique? Je le pense fortement. Mais ok, il n'a pas voulu se tester? Il n'a pas voulu. C'est vrai? Incroyable. Incroyable. Mais je me dis que les générations nées après 2010, comme mes enfants par exemple, comme on leur a découvert tôt, donc moi je leur ai expliqué tôt leur fonctionnement, et tôt je suis allée voir les maîtresses, ils sont dans une école primaire formidable, où ils peuvent être accompagnés jusqu'en primaire, parce qu'ils n'ont qu'une seule maîtresse et ils sont en proximité avec elle. Au collège, ils sont noyés dans la masse, plus de professeurs, plus de monde, et moi je le vois bien avec mon mari. Pas le temps, pas de moyens, un programme à suivre. Alors ça, c'est quand même intéressant. On entend aussi parler, il y a des structures scolaires, par exemple, on peut citer les Montessori, etc., etc. Est-ce que ça, c'est adapté pour les enfants dont vous parlez? Alors, Montessori, c'est un système d'éducation. C'est pas spécialement pour les neuroatypiques. Alors, moi, j'ai fait le choix de laisser mes enfants dans un système d'éducation nationale classique. Parce que, il n'y en a pas beaucoup. 2, ça coûte très cher. Et ensuite, délocaliser son enfant de son quartier, de ses copains, et puis lui remettre une étiquette t'es différent, t'es à part. C'est pire. Ouais, Vous pensez que c'est pire? Moi, je pense que c'est pire.
parce que il faut juste apprendre à jouer avec ses différences. On vit tous avec nos différences et ça voudrait dire que je t'étiquette comme tu auras des difficultés scolaires. Non. Et la difficulté scolaire, elle n'est pas tellement à cause du TDAH ou de cette neurotypie-là, elle est surtout s'ils sont dyslexiques, dyspraxiques, enfin il y a encore toute la dyslexie et c'est rarement tout seul. Vous voulez développer un charisme magnétique qui attire naturellement les opportunités et transforme votre quotidien ? Vous souhaitez vous protéger de toute énergie négative qui vous entoure? Le docteur Olivier Madelrieux, expert reconnu en hypnose et magnétisme, révèle au grand public les secrets scientifiques du magnétisme personnel. Dans ce webinaire exclusif et gratuit, découvrez comment maîtriser les 4 éléments du magnétisme, amplifier votre énergie vitale, créer une protection énergétique puissante et expérimenter en direct l'exercice de la boule de feu. L'inscription est gratuite. Et le lien est juste en dessous, en description, ou en haut à droite de votre écran. Votre nouvelle vie magnétique commence aujourd'hui. Alors, dans votre domaine d'expertise, en tant que psychothérapeute, dans cette neuroatypie, vous accompagnez les adultes, on a bien compris. Ces adultes-là, vous avez un exemple d'un avant-après. À partir du moment où quelqu'un a suivi votre accompagnement, est-ce que il y a une espèce de révélation, est-ce qu'il y a un soulagement, il y a quelque chose, et donc il y a un changement avec une réaction collatérale dans son entourage, dans son professionnel, dans ses relations amicales, amoureuses et autres? Alors pour moi, on ne peut pas découvrir sa neuroatypie et ne rien changer derrière en fait. Okay. Ça vient avec. Mais alors le soulagement, il n'est pas tout de suite. Je dirais qu'il y a un peu le choc au début, le choc du... En même temps, s'il vient vous voir et qu'il fait les tests, c'est qu'il se doute bien qu'il va y avoir qu'il y a un truc quelque chose. En général, ils ont déjà tourné autour du pot pas mal avant de venir. Ou alors, ils ont déjà fait des bilans avec, et moi ça m'est arrivé, des psychiatres ou des neuropsychologues formés sur la théorie, sur la pratique, et c'était très bien, mais qui n'avaient pas cette écoute, cette bienveillance, avec des séances qui font 30 minutes montre en main, et des personnes qui n'ont pas incarné cette différence, ce vécu en entreprise, ce vécu avec les enfants. Et du coup, il y a une sorte de connexion qui ne se crée pas, et on vous donne un bilan, et super. Et qu'est-ce que je fais avec ça en fait? Oui. Et donc c'est là que moi j'ai ma force et ma valeur ajoutée, c'est que voilà, on travaille sur cette régulation du système nerveux, sur sa compréhension, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, et cette partie je déculpabilise quoi. Et donc vous avez un exemple de quelqu'un que vous auriez accompagné où vous avez vraiment vu un changement flagrant et qui vous a... Les personnes comprennent qu'elles sont peut-être pas dans le bon job au bon endroit. Ça permet surtout une grille de lecture du passé. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce qu'on révolutionne beaucoup de choses dans sa vie. Potentiellement, oui. Ouais. Potentiellement, ouais. Oui. C'est pas anodin en tout cas. C'est pas anodin. Ouais. C'est une grosse grille de lecture de son passé, de comprendre pourquoi ça n'a pas matché dans telle relation amoureuse, pourquoi j'étais dans tel schéma, pourquoi ça pouvait pas marcher dans le boulot, et du coup de se dire que si on veut être bien, alors on a le choix. Après, parce que bien sûr, il y a toujours des conditions économiques, familiales, on ne peut pas tout transformer comme ça. Mais en général, on essaye de se trouver des autres projets de vie à côté, plus motivants, plus structurants, pour continuer d'avancer. Mais après, ça peut aussi aider dans des couples, de dire à l'autre, tu vois, en fait, on ne se comprend pas sur telle chose parce que toi, tu attends ça, mais moi, j'attends ça. Toi, tu me dis telle chose et ça n'a pas d'impact pour toi, mais moi, je le rumine pendant 4 jours et ça me fait super mal. Et donc, est-ce qu'à votre avis, quand c'est en couple et quand il y a ces conflits, quand l'un des deux fait ce travail avec vous, est-ce que la plupart du temps, en pourcentage, il revient et ça consolide le couple parce qu'il y a une vraie compréhension? Ou au contraire, la prise de conscience fait que le couple ne peut pas tenir? Je pense qu'il n'y a pas de règle. Ouais. Il n'y a pas de règle parce que ça dépend toujours de la personne, des compromis qu'elle peut ou pas faire. S'ils ont des enfants, ça dépend de tellement de choses, d'une réalité financière. Mais en tous les cas, il y a des choses qui se posent, c'est sûr. Et ça bouge. Et ça bouge. Évidemment. Juste un mot, vous avez parlé de vos enfants tout à l'heure et vous disiez qu'ils étaient effectivement aussi neuroatypiques. Il y a une résonance héréditaire? Oui. Ah, c'est héréditaire? Oui, alors surtout pour le TDAH.
savais Ouais, pas ça. surtout pour le TDAH. Et en général, quand on dit que les parents n'y étaient pas, mais c'est juste qu'ils n'ont pas été diagnostiqués. Et c'est ça. Donc là, encore une fois, tous ceux nés avant 2000, les grands-parents, parents n'ont Il y a pas de été fortes chances diagnostiqués. qu'il En l'ait tous été. les cas, oui, c'est grandement héréditaire, surtout pour le TDAH. Alors ça va évidemment parler à beaucoup de gens. C'est pour ça j'imagine. que, comme moi, j'ai découvert la mienne par mes enfants. Moi, mes enfants, ça a commencé par de la dyslexie. Et donc, je les ai accompagnés pour dyslexie, dyscalculie. Et puis, en continuant les bilans pour ces fameux dossiers MDPH, accompagnement PCO, donc bataille administrative avec le système français. Bienvenue en France. Ouais. Et donc, du coup, on a découvert le reste. Et du coup, je me suis questionnée sur moi. Évidemment. Et donc, on découvre sa neuroatypie par deux choses. Un burn-out ou ses enfants. Moi, j'ai fait les deux. Et donc, vous remontez encore chez vos parents? J'aurais aimé, grands-parents mais mes parents sont décédés. Ok. Donc, je fais des suppositions. Je me dis, tiens. Sur les comportements, sur certaines attitudes. Sur des choses mais comme je ça, ne sais ouais. pas, justement. Ouais. J'aurais aimé savoir. C'est intéressant de voir effectivement à quel point il est aussi important de se comprendre et puis de voir la frontière que je trouve, on parlait tout à l'heure, entre l'éducation, donc la non-éducation, la mauvaise éducation, et puis d'un autre côté, effectivement, la réalité de ce qu'est cet enfant au travers de son comportement, de ses attitudes, de ce mal-être aussi qu'il peut avoir. C'est aussi intéressant de se dire que être HPI, c'est pas une gloire. Mm. Il y a beaucoup de souffrance derrière ça, et que votre accompagnement, il se fait de cette manière-là. Juste une petite précision, vous avez bidouillé pendant toute l'émission. Oui, je fais du steaming parce que j'ai un TDAH. Alors qu'est-ce que c'est ça? Alors en fait... Ça, c'est un vrai outil ou c'est un, oui, c'est un vrai outil. gris-gris Oui. pour vous? Non, c'est un vrai outil, c'est pas un vrai gris-gris. outil. Oui, c'est un vrai, Ok, c'est un vrai donc outil. Donc c'est c'est un mini collier. Ouais, Enfin, ouais, c'est une bague c'est collier, des quoi. bagues ouais, qu'on tourne comme ça. C'est parce que j'ai ce besoin constant de bouger et pas parce que je suis stressée ou énervée. Comme vous bougez le pied aussi en Aussi. permanence. Et donc, du coup, oui, ça fait partie des petits outils qu'on met en place. Les enfants, on met des élastiques sous le siège. Mes enfants ont des choses qui mâchouillent. Ils ont ça aussi. Voilà, ça nous permet de nous Incroyable. auto-réguler. Incroyable. Non, c'est intéressant. J'ai un cas de figure. J'ai quelqu'un qui travaille également dans le professorat et qui a des élèves au collège. Et elle a un élève qui a un bâton de colle Mhm. avec une règle en plastique et il passe son temps à essayer de cisailler le bâton de colle. En fait, c'est que nous, pour être concentrés, on a besoin de faire autre chose. C'est ça. Je ne peux pas me concentrer sur une tâche et sur vous. Voilà, j'ai besoin de... C'est ça. Si, voilà. si vous n'avez pas une autre, Voilà. un autre truc. Ah oui. C'est intéressant parce que même si on ne fait pas ce travail de diagnostic, rien que sur ces petits détails-là, on peut peut-être avoir un Oui. élément de réponse. C'est ce qui fait partie de l'analyse clinique. On demande aux gens leur habitude de vie, ce qu'ils font. Oui. C'est très très intéressant. On va mettre évidemment autour de la vidéo tous les liens qui permettent de rentrer en contact avec vous. Quand on s'engage dans un protocole tel que celui que vous proposez dans votre accompagnement, combien de temps faut-il? Alors, soit vous voulez juste faire le bilan Ok. pour avoir votre cartographie, et après vous dites moi je m'en sors et c'est ok, donc que quelques séances. Je fais des accompagnements courts plus axés sur la sophrologie et la régulation du stress. Parce que la sophrologie est un outil formidable, régulation j'imagine, du pour, système voilà, nerveux, c'est ça. ouais. Pour toutes ces personnes neuroatypiques. Voilà, mais donc là, on ne parle pas. On va dire en sophrologie, on agit vraiment sur le corps. Donc si c'est une personne qui a envie de parler, ça dépend à quel stade elle en est. Et après, les accompagnements plus longs, et là c'est sur 6 mois. Parce que là, il y a 10 à 12 séances où on va vraiment aller travailler. Je fais un travail sur les neurotransmetteurs. On va aller travailler vraiment sa chimie intérieure. Je propose de la sophrologie dans ces accompagnements, mais aussi tout ce qui est coaching, organisation, gestion du temps, et tout ce qui est déculpabilisation, et aller voir tous ces blocages et ces croyances limitantes. C'est un exercice de faire cet échange-là?
Alors non, l'exercice pour moi, avec mon autisme, c'est pas de faire l'échange, c'est d'organiser le trajet, de préparer le train, de venir ici en À la métro, gare, le métro. d'avoir le monde dans le métro, tout ça, les odeurs et tout, et d'attendre 1h15 là. C'est ça, le travail. C'est ça qui a été le plus compliqué Ouais. pour vous. Mm. Ok. Je suis ultra fan du gris-gris là. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Vous en vendez? Non, mais ça, vous les trouvez sur tous les sites très connus. Ok. Ok, donc ça se vend n'importe où. Ouais. Ok. Bon, j'adore. Merci infiniment, Ludivine. Je vous en prie. C'est bravo parce que on a fait des émissions sur justement le côté neuroatypique. On a rarement eu, je trouve, un côté suffisamment pédagogue dans la manière d'expliquer les choses, parce que vous auriez pu rentrer effectivement dans un aspect très technique, très voilà, ou survoler. Là, je trouve qu'il y a des exemples très concrets de ce que vous avez pu donner dans votre approche, et puis dans ce que certains ne comprennent pas, parce que évidemment, il faut être confronté à ça pour parfois comprendre ça dans le quotidien, en tout cas. Donc bravo. Merci. Merci à vous. On met autour de la vidéo tous les liens pour entrer en contact avec Ludivine. Tout se fait en visio. Oui. Voilà. Vous êtes à Lyon, Oui. qu'on le sache. Et si vous avez ne serait-ce qu'envie de faire le bilan, et parfois je trouve que je pense qu'il doit y avoir 9 personnes sur 10 qui s'installent ici sur les canapés, commencent par dire « Je me suis toujours senti mal dans ma peau, je me suis toujours senti un peu à l'écart, je me suis toujours senti un peu le petit mouton noir, etc. etc. » Ben, peut-être qu'on pourrait faire un bilan déjà, pour mettre de côté pas la problématique, mais enfin le diagnostic, si je puis dire. Tout à fait. On devrait peut-être commencer par ça. Oui. Bravo, merci en tout cas. Merci. Merci à vous. Vous commentez évidemment avec bienveillance les liens autour de la vidéo, toute l'actualité de Ludivine également sur sa page Index. Merci et on se retrouve très vite pour un prochain portrait.